Nous avons eu le plaisir d'inaugurer la chaîne YouTube Astrofleet par une série de vidéos expliquant les principaux process de PixInsight afin de permettre aux débutants de prendre en main un logiciel pas forcément intuitif. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous proposer l'enregistrement du cours dispensé par Mathieu du groupe AstroPix AAA à quelques chanceux qui s'étaient inscrits sur notre page Facebook. Et là, il ne s'agit pas de simplement prendre en main PixInsight, mais bien de bénéficier des conseils d'un expert pour sortir des images de grande qualité. Nous adressons donc un immense merci à Mathieu pour sa patience et sa générosité, car il nous fait un magnifique cadeau. Alors attachez vos ceintures, on décolle pour 3 vidéos de haute volée. Bonjour à tous, bienvenue pour la session PixInsight du 28 mars 2021. Donc on était en train de voir un petit peu au niveau du matériel et des acquisitions ce qu'il faut faire. Par rapport aux acquisitions, donc il y a l'échantillonnage qui va être important par rapport aussi à votre monture. Et la deuxième chose que je conseille fortement, c'est le dithering. Alors est-ce que vous en faites? Oui, moi j'en fais, ouais. Voilà, Ouais, alors j'en fais aussi. ça, dites-vous que le dithering, c'est très important, non seulement pour le rapport signal-bruit, mais par rapport à vos instruments, si justement vous avez une toute petite focale, le dithering va aussi permettre de faire du drizzle derrière. Et notamment pour ceux qui ont des caméras couleurs, il va permettre aussi de faire du Bayer drizzle. Donc ça reste important d'en faire, alors, rien que déjà par rapport donc au bruit. Ça déjà c'est la base. Mais si en plus, voilà, vous êtes sous-échantillonné et que vous voulez faire du drizzle, c'est encore plus important d'en faire. Sinon, ça ne servira à rien. Ça ne sert à rien de faire du drizzle à partir du moment où vous ne faites pas de dithering. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, on va passer maintenant au pré-traitement. J'aurais juste une question, Mathieu, sur le dithering. Ouais, Il y a du dithering à 1 pixel, 2 pixels, ouais. 5 pixels. Il y a une grande importance entre le 1 et 2 pixels. Elle se joue justement sur cet échantillonnage. Comment ça... Alors, ça se joue par rapport évidemment à l'échantillonnage, ça c'est clair. Et puis, attention aussi par rapport à votre logiciel d'acquisition. Si tu passes par APT, tu vas avoir des chiffres qui ne correspondent pas au nombre de pixels déplacés. Si tu es sur D'accord. Nina, c'est par rapport au nombre de pixels. Euh, Ok. Après, ça dépend aussi de votre monture et de sa capacité à récupérer derrière le dithering. Donc là, Ok. faites attention à bien rentrer les paramètres pour avoir suffisamment de temps derrière votre monture afin qu'elle puisse se stabiliser à la sortie du dithering. Ok. Après, est-ce qu'il faut varier de plus d'un pixel? Ça dépend effectivement de votre échantillonnage et de votre focale. Hmm. C'est surtout ça. Plus vous avez un échantillonnage bas, plus vous pouvez vous permettre de monter en pixels. Plus votre Ah, échantillon... Ah ouais, focale, pardon, excusez-moi. Plus vous avez une focale basse, excusez-moi. Plus vous ok. pouvez monter en pixels. Par contre, plus vous avez une focale importante, dans ces cas-là, non, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre trop de pixels d'écart. Par rapport aux acquisitions, donc, soignez bien votre mise en station, soignez bien derrière tous les réglages de vos tubes, collimation, etc. C'est pour ça que sur des lunettes, pour commencer, on va dire, c'est plus simple. Dès qu'on commence à être sur des Newton ou sur des Schmidt casse-grain ou ce genre de tube, là, ça devient plus compliqué, ou sur des RC. Dites-vous que plus vous soignez vos, vos acquisitions, plus simple sera le traitement. Voilà. Par rapport au pré-traitement, je vais vous montrer juste une petite chose, comme quoi en fait il ne faut pas trop faire confiance à l'œil. Donc ça, c'est fait avec la ZWO ASI 294 mm. Et donc je vais vous prendre une brute, peu importe laquelle, on le voit un petit peu. Voilà, on va prendre celle-là. Allez. Donc, sur la gauche, un master dark. Sur la droite, une brute qui fait 180 secondes en HA. Donc ça, ces fichiers-là, je vous les avais mis. Qu'est-ce qu'on peut remarquer en fait? C'est que c'est une caméra, quand vous allez regarder le master dark, vous allez me dire, oh purée, mais alors elle a un angle c'est incroyable. On le voit bien ici, on le voit bien ici, et un petit peu en bas.
Sauf que quand vous regardez ma brute de 180 secondes, par rapport au dark qui fait aussi 180 secondes, bah, l'AmpGlow, en fait, vous allez me dire, on le voit un petit peu que sur la droite ici. Alors que pourtant, c'est exactement les mêmes. Donc là où je veux en venir, en fait, c'est que sur cette image ici, donc je vais retirer la STF, ici. À partir du moment ici où je fais la STF, il va me faire une STF avec des curseurs qui vont aller ici, là, sur la gauche. Ici, même chose. Les curseurs, vous allez me dire, ils vont quasiment au même endroit. Ok. Donc, je vais sortir l'histogramme. Quand je sors cet histogramme, vous savez que pour délinéariser une image, on vient glisser le petit triangle bleu de la STF ici dans la barre de l'histogramme. Je ne sais pas si vous faisiez comme ça, mais voilà, je vais juste vous montrer ça. Donc, ce qu'on va faire, ici, le master dark, je viens de glisser, je délinéarise mon master dark. Ok. Là, voilà, il est délinéarisé. Même chose ici pour ma brute. Je viens la délinéariser. Voilà. Voilà. Tout ça pour vous dire que, regardez bien, ici, au niveau... Ah mince, je l'ai fermé. Au niveau de mon histogramme, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas du tout être ici au même endroit au niveau de ma délinéarisation. Si je prends donc mon master dark, il est là, ici, et si je prends mon HA, alors c'est dommage qu'on puisse pas comparer en visuel, il est là. Donc là, ici, vous allez me dire, c'est exactement pareil entre le HA et le master dark, au niveau de ma courbe, hein. Je parle au niveau de ma courbe. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière, et je vais vous montrer ce que ça donne. Oups. Au niveau de la courbe. Je reviens sur mon histogramme. Je délinéarise celle-là. Et regardez l'histogramme où il est. Il est là. Alors je vais augmenter ici l'histogramme. Je vais le mettre à 10. Voilà. L'histogramme ici, il va être à ce niveau-là, environ. D'accord? Maintenant, je vais faire la même chose ici. Toc. Regardez à partir du moment où je le glisse. Regardez la courbe ici, où est-ce qu'elle va aller. Vous avez vu? La courbe ici n'est pas du tout la même que celle de mon dark. Donc tout ça pour vous dire que si vous commencez à dire par exemple là que votre dark est surexposé par rapport à votre light, c'est que vous n'avez pas compris encore la différence entre le linéaire et le non linéaire. Le non linéaire, c'est vraiment un étirement de la photo, et la STF, si vous voulez, PixInsight va faire une STF de façon à avoir le meilleur rapport signal-bruit possible sur votre image. Mais elle ne va pas forcément tenir compte d'autres paramètres. Donc c'est pour ça que derrière, à partir du moment où vous faites une STF et que vous venez les tirer dans l'histogramme, il faut faire attention en fait à ne pas prendre forcément en compte les valeurs que vous allez voir d'un point de vue visuel. Tout ça pour dire aussi que sur la caméra qui ont de l'AmpGlow, alors je sais qu'il y en a sur la 1600, la 533 je ne sais pas, est-ce que tu as de l'AmpGlow? Je crois qu'il y en a très 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 peu. Il y en a très 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 peu. Okay. Ouais. Ouais. Alors, la chose importante, en fait, c'est qu'il faut absolument pas, à partir du moment où on a une caméra qui a de l'AmpGlow, optimiser le Master Dark. Pourquoi il ne faut pas l'optimiser? Parce que sinon, on risque d'avoir des valeurs aberrantes et soit l'AmpGlow va persister, soit à l'inverse, il va être beaucoup trop accentué. Donc je vais juste vous montrer la différence. Je vais ouvrir dans la session donc le Master Dark. Donc ici on va prendre le HA, voilà. Ici on va ouvrir le Master Dark, voilà. Je vais pas mettre. Donc là c'est la photo HA que je vous ai mise ici. J'appuie pas sur Optimize, je la sors, je vais aller la chercher.
Elle est là. Voilà. Ici, vous voyez, quand je l'ai fait, par rapport à ma photo de base, l'ombre glow a complètement disparu entre cette image ici. Donc là, vous pouvez zoomer en fait sur la partie en haut à droite. Ici, voilà. Une fois que vous avez zoomé, si vous voulez voir ce qu'il y a de l'autre côté, vous venez glisser sur la photo d'à côté. Et là, vous voyez, mon ombre glow, il a complètement disparu. D'accord? Ici, on voit un grand trait. Ici, il n'y en a plus. Par contre, je vais vous faire la même chose, mais je vais cocher optimiser. Je laisse tourner Pix. Et là, en général, c'est pas bon du tout. On voit bien ici aussi au niveau des pixels. Il y a des pixels qui sont partis. Alors là, je sais Pendant pas. qu'on attend le... Ouais, Non. ça va friser un petit peu, non? Chez vous? Alors, oui, c'est normal qu'on attend un peu plus longtemps parce qu'en fait, il fait le calcul pour venir optimiser l'image, le dark. Et là, quand je l'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous avez vu au niveau de l'ombre glow, il est toujours là. Si je viens coller mon image d'ici d'ombre glow, voilà, l'ombre glow est toujours ici, il ne l'a pas corrigé. Donc c'est pour ça Moi, que... Vas-y. Optimize, j'utilisais uniquement quand il y avait les temps de pause des médarks qui correspondaient pas au... Alors, je suis d'accord. Ah, Ouais, je suis d'accord. Mais en cas d'ombre glow, même s'ils ne correspondent pas, je te le déconseille fortement. En cas d'ombre glow, j'ai envie de dire, tu n'as pas d'autre choix de faire tes darks et donc tes master dark à la même, au même temps de pause et à la même température que tes lights. Ça, c'est très important. Sinon, derrière, alors pourquoi je reviens sur ce point-là au pré-traitement, c'est que ça va être galère derrière à traiter et à retirer. Surtout quand on a de l'ombre glow de cette manière-là. Ok? Donc ça, c'est important. Après, les flats, bon, évidemment, il faut en faire. Et notamment sur les ZWO, on ne fait plus de bias, en fait. On fait plutôt des dark flats. Alors, c'est pour ça que les master flats, quand vous en faites, il faut de préférence en faire des master flats qui soient supérieurs à 2 secondes. 2-3 secondes, c'est déjà bien. Et vous faites donc les dark flats correspondants. Donc, pour décrire brièvement le procédé, vous allez faire, hop, je vais ranger ça. Vous allez faire donc vos dark flats. Vous allez empiler vos dark flats pour faire un master dark flat. Une fois que vous avez fait votre master dark flat, vous calibrez vos flats avec le master dark flat. Ok. Ici, il y a la calibration. Vous mettez vos flats avec le master dark flat. Une fois que vous avez calibré vos flats, vous faites l'intégration de toutes vos flats. En normalisation, vous mettez multiplicative. Et une fois que vous avez fait votre master, vous avez empilé donc vos flats calibrés, vous obtenez donc un master flat. C'est ce master flat là qu'il faudra prendre pour mettre dans la calibration. Vous n'avez pas besoin de cocher sur calibrer car il est déjà calibré auparavant avec les dark flats. Même chose donc pour le master dark. Une fois que vous avez fait vos dark, vous les empilez, vous obtenez un master dark et vous le mettez ici dans master dark et vous ne cochez ni calibrate ni optimize. D'accord? Et une fois que vous avez ça, vous allez avoir vos lights qui vont être calibrés et qui vont pouvoir après être traités. Après la calibration, correction cosmétique. Les valeurs par défaut, Hot Sigma et Cold Sigma de 3 sont très bien. Alors c'est la Hot Sigma souvent qui est assez importante. Vous pouvez ajouter votre Master Dark ici, si vous voulez. C'est en fonction de vos images, c'est pas forcément obligatoire, mais vous pouvez. Alors après, c'est une étape que j'aime beaucoup. Donc Subframe, Je me permets de te poser une question sur le Cosmetic Correction. Quand tu Ouais. mets tes dark en dessous, tu as le T'as Hot ça- Pixel Threshold Enable. Ça, Ouais. t'y touches d'habitude ou pas? ça Euh, ici? ouais. Celui Non. du haut sur Hot Pixel Threshold. Ok. Alors non, non, alors là, j'y touche pas tout simplement parce que ces valeurs-là, ici et ici,
C'est les valeurs qui sont sur le dark. Donc si tu touches, ça va fausser un peu les valeurs de ton master dark. Tu vois ici par exemple, si je rentre un master dark, je vais rentrer celui-là. Hop, voilà. J'ai les valeurs qui vont correspondre à ce master dark là. Donc ici, je viens pas y toucher, hein. Ici, je viens pas y Ok. toucher. D'accord? Après, Ok, ok. oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire. C'est si on veut activer. Ouais, Oui, c'est et pour les activer comme ça. je baisse le sigma d'habitude. Pour là, le sigma qui est à 50, Ouais, je tu le baisses un je peu. descends. Ouais, même beaucoup. Généralement, j'arrive à des valeurs de 2, 3 en Ouais. fonction de. Et tu laisses autodétecte coché alors. Je le laisse aussi, ouais. Alors c'est bizarre, j'ai l'impression que Autodetect, il est plus agressif Il l'est. que autre Il l'est. chose. Ça, c'est sûr. Il l'est, hein. Bah, c'est pour ça qu'après, je vous dis, moi, je trouve que rien que sans utiliser forcément le Master Dark, Autodetect est plutôt pas mal. Et effectivement, là, vous pouvez faire varier les valeurs entre donc 0 et 3. La valeur de 3 par défaut marche plutôt bien. Ce qu'il faut faire attention en fait, c'est si vous avez des étoiles très brillantes. Et alors surtout sur des capteurs couleurs, vous verrez, à partir du moment où vous avez des étoiles très brillantes en haute sigma, si par exemple elles sont bleues, vous allez vite avoir des étoiles qui vont virer en rose. Je ne sais pas si ça vous avez déjà fait ça, mais si par exemple vous faites les Pléiades et que le haute sigma vous le laissez à 3 avec un capteur couleur, vous risquez d'avoir des étoiles qui vont virer au rose. Je vous conseille à ce moment-là de bien descendre au niveau du haute sigma. Ok? D'accord. Euh, Du coup, j'avais juste une question. ouais. La correction cosmétique, elle est, enfin oui, forcément, elle est obligatoire, mais Alors non, euh, elle y est non, pas. Elle y est pas parce que en fait la correction cosmétique, elle vient suppléer un petit peu ta calibration parce qu'elle vient d'accord. retirer les pixels chauds qui n'ont pas été retirés lors de ta calibration. Lors de la calibration, donc là, hop, je vais vous montrer l'achat et je vais remontrer, pardon, je vais remontrer le Master Dark. Là, tu vois, au niveau des pixels chauds, il y en a un ici, il y en a un ici. Quand je viens au niveau de mon Master Dark, je suis censé, si tu veux, les retrouver. Là, on voit que bah, le pixel chaud que j'ai là, je vais essayer d'aller bien zoomer dessus. Voilà. Ce pixel chaud là, il est censé être retiré par ce pixel là de mon Master Dark. Ouais. Ok? Donc normalement, il est censé venir soustraire cette valeur et me virer ce Ouais. pixel. Donc la correction cosmétique, si tu veux, c'est un plus par rapport à ta calibration si le Master Dark n'a pas rempli pleinement son rôle. D'accord. Ce qui est possible, vu que le Master Dark, bah, toi en général, tu vas te faire une bibliothèque. Si la bibliothèque commence à Je suis être un pas à la petit... caméra. Pardon? Je suis pas à la caméra, je suis avec un APN. Alors, à l'APN, tu peux aussi te faire une bibliothèque. D'accord. Je te dis ça après via un petit logiciel, par exemple, qui s'appelle ExifTool. Et en Ouais. fait, quand tu fais ton Master Dark et que tu viens... ton Master Dark, quand tu fais tes darks, tu viens glisser ton dark dans ExifTool. Et dans ExifTool, Mhm. tu vas avoir en fait la température de ton capteur. D'accord. Une fois que tu as la température de ton capteur, l'idéal en fait c'est de faire bah, une grosse série de darks à ton temps de pause habituel. Par exemple, on va dire que tu fais Mhm. des pauses de 3 minutes. Tu fais tes Ouais. darks de 3 minutes. Et au niveau de ton. Une fois que tu as glissé tes darks dans ExifTool et que tu as la température du capteur de chaque dark, tu viens les classer à environ 2 degrés d'écart. Donc on va dire que ton D'accord. premier dark il fait 4 degrés, et puis tu vas monter par exemple à 10 degrés. Et ben tu fais un icône 4-6 degrés, un icône enfin 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, etc. Et une fois que tu as Ok. ça, tu viens empiler tes darks en fonction de ta température de capteur. Et ça te permet, si tu veux, de te constituer quand même une petite bibliothèque et d'éviter de perdre ton temps pendant la nuit à faire tes darks. Ok? Ok. Ok. Euh, je sais plus si j'ai répondu du coup aux questions. Parce Moi, j'en ai que... une Ouais, vas-y. petite, c'est tout ce qui est dark flat. Ouais. On le met dans le bias, c'est ça, ou pas? Alors, Au début. Dark Flat, non, non, tu le mets pas dans BIAS.
Ça, c'est un erratum que j'ai fait sur la vidéo, si c'est de ça dont tu penses. Oui, Ouais, oui. c'est un erratum que j'ai mis après en dessous, que j'ai écrit. Je sais pas si ça a été lisible. En fait, effectivement, moi, je mettais parfois les dark flats dans le bias. Oui. J'avais de bons résultats, sachant que c'était en SHO. En SHO, si vous voulez, c'est un petit peu plus permissif au niveau du pré-traitement. Mais si vous faites ça en LRGB, vous allez avoir des surprises. Donc non, on ne met pas le dark flat à la place du bias. Le bias, on le laisse décoché. Ok. Ok. Alors sauf si vous avez aucun anglo ou si vous avez par exemple une CDD, hein. Attention, hein, ce que je dis là, c'est valable pour des caméras soit ZWO, on va dire. C'est pas spécialement valable pour des CCD. Pour les CCD, c'est traitement très simple, entre guillemets. Vous faites vos bias, vos dark, vos master flat. Vous calibrez les dark avec les bias. Vous calibrez les flats avec les bias, etc. Mais non, là, pas de dark flat dans le bias. Donc, J'ai une, vas-y. je suis désolé, une dernière petite question sur la calibration. Tu mentionnais la durée pour les flats, Ouais, idéalement 2-3 secondes. ouais, Euh, Récemment, là, j'ai eu j'ai des soucis et je me rends compte que moi, par contre, certains des flats, ouais, elles sont des temps beaucoup plus courts, hein. ouais, Genre 0,8 ouais, secondes ou des trucs ouais, comme ouais, ça. ouais. Est-ce Alors, que, est-ce que, quel serait d'après toi l'impact que ça a? l'impact, en Juste fait, c'est que tu vas avoir soit un résidu de... Enfin, alors, le vignettage, encore, ça peut se corriger. Mais ce qui est embêtant, c'est surtout en l'RGB avec des poussières. Soit tu vas avoir un résidu de poussière, soit à l'inverse, tu vas avoir une surcorrection. compris. C'est le problème. Parce que quand tu vas calibrer tes lights avec les dark flats, s'il est inférieur à 2 secondes, en fait, il y a une valeur erratique au niveau des dark flats ou des bias à des temps très très bas comme ça. Donc c'est pour ça que, alors ce que je te dis là, c'est sur le site de ZWO, hein, j'ai rien inventé, hein. Ah, C'est que il conseille en fait des flats avec six possibilités. Donc tu viens diminuer ton intensité lumineuse pendant que tu fais tes flats pour augmenter légèrement ton temps de pause. Voilà. C'est le souci en ce moment avec la ZR Pro, là, avec la nouvelle où tu peux faire des flats en auto. Et Ouais, justement, et ceux que j'ai fait dernièrement, j'ai pas fait attention, j'ai dit, ah bah elles sont parfaites. Et ouais. quand j'ai commencé à traiter, j'ai dit, oh punaise, j'ai pas regardé, c'était à 0, c'est même en millisecondes, hein. Donc, Ouais, j'ai vu du et j'ai dit, 0,1 moi. Ouais. c'est ça, et pareil, et ça, je pourrais quand même les utiliser ou c'est vraiment foutu, Alors, c'est finalement. foutu. Tu peux essayer de Ok, toute manière. Quand vous oui. faites une calibration, à vous, quand vous faites la calibration, de voir si ça vient corriger ou pas Hmm. les défauts. Sauf que quand vous faites la calibration, qu'est-ce qui va se passer? Si le défaut est très très léger, vous allez dire bon bah c'est bon, ça passe. Sauf qu'à l'empilement, et ben en fait les défauts sont vraiment accentués. Hmm. Et c'est là où on va avoir le problème. C'est que là où je sais que là bon j'ai un Astram qui va me filer deux, trois bruts où justement il m'avait dit j'ai un problème de flat, qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous montrer vite fait. Et donc sur ces problèmes de flat, voilà l'intégration qu'on avait. Donc vous voyez là, on va avoir un résidu ici de flat qui n'a pas été corrigé. Alors après, avec des flats artificiels, on arrive à s'en sortir un petit peu. Voilà comment j'ai réussi à le corriger. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez les donuts qu'il y a ici. Mhm. Je vais vous montrer un flat pour vous. Voilà. Là, c'est le flat. Ce qui fait que là, vous allez bien voir où ça a été surcorrigé. Bah, ce flat là, ici on le voit là, ici le donut ici on le voit ici aussi, etc. Donc vous voyez que là et là aussi en bas il y en a un ici qu'on voit là. Les autres, ici on en voit un petit aussi, enfin bref. Et vous voyez ce que ça donne en fait. Ce master flat a l'air d'être très bien et pourtant ici ça corrige pas à fond. Bon après on arrive un petit peu à s'en sortir, mais je vous cache pas que c'est plutôt long et compliqué quoi. Alors là
la tâche est vraiment plus difficile, hein. Il y a ça, et alors oui aussi, par rapport au flat, n'hésitez pas à mettre au-dessus de 50%, hein. Une valeur de 2/3 de l'histogramme, c'est très bien. Bon, Oui, ok. ah ouais, entre Ah, 50, je suis surpris. D'habitude, j'étais plus euh, largement en dessous des 50. Un tiers, entre un tiers et 50. alors Rarement, jamais plus. on conseille entre 50 et 66%. Euh, Si toi, en dessous de 50, tu le faisais sur du SHO ou du LRVB? Non, alors jusqu'à maintenant, j'étais en caméra couleur. Je viens juste de recevoir ma monochrome. Donc, D'accord. Ok, donc c'était sur caméra couleur que tu faisais ça. Alors, est-ce que ça fonctionnait comme ça? ouais, C'est j'avais ça pas qu'il faut voir. C'est que trop. si, j'avais- honnêtement, après, si ça fonctionne comme ça, ne change rien. Ne, ne va Là pas. maintenant, j'ai des soucis en fait. Alors, le truc, c'est que maintenant, là, je viens de changer de caméra. Je viens de recevoir la 2006 mm. Ouais, Et la première séance que j'ai fait, il y a des soucis. ah, Donc, c'est pour ça que je suis preneur de. d'accord. Quand Alors, j'entends un truc qui est différent de ce que je fais, j'écoute bah, la 2600 attentivement. mm, bah, pour l'avoir aussi, elle a quand même un gros avantage, c'est que là, t'as pas d'anglo. Ouais, tout Donc à fait. ça, c'est un truc qui est assez incroyable sur cette caméra. Le bruit est bien maîtrisé, il n'y a pas de problème de pattern comme on peut voir sur la 294. Donc déjà, il n'y a pas d'anglo. Ce qui fait qu'au niveau de la calibration, tu auras rarement des surprises concernant l'anglo ou ce genre de choses. Et au niveau des flats, bah, pour en avoir fait avec celle-là, non, moi je me suis mis à 50, un petit peu plus de 50% de la dynamique et ça fonctionne très bien. Euh, donc, J'ai deux questions sur le flat, et ouais, rapide. ouais, Euh, D'abord, c'est par rapport au nombre de flats qu'il faut faire. oui. Comment le déterminer? Alors, Parce que moi, jusque-là, j'en faisais trop, j'en faisais une trentaine. On ouais. m'a dit que c'était beaucoup trop. Alors non, Euh, c'est pas trop. C'est juste que ça sert à rien. C'est pas trop. d'accord. En fait, du fait que quand on vient faire la calibration d'une image, tu prends ta light, moins Ouais. le master dark, moins le master bias. Bon, là, nous, vu qu'on n'a pas calibré ou qu'on ne fait pas de master bias, on fait le light moins le master dark non calibré. Et derrière, on vient diviser par le flat. Donc, si tu veux, le flat, c'est pour ça d'ailleurs que quand on vient l'empiler ici, on fait une valeur multiplicative. C'est que au niveau donc de ton flat, tu viens faire ton light moins master dark divisé par le flat. Du fait que tu divises par le flat, ça n'a pas d'impact sur ta photo si tu veux. Mhm. Après, il y en a avant qui conseillaient de le mettre en chiffre impair, qui il conseillait de mettre un Oui. chiffre impair. Bon, dites-vous que maintenant, les logiciels, ils sont tellement puissants que impair ou pas impair, on s'en fout. Après, le nombre, franchement, enfin, je vais même aller très loin. Il vaut mieux diviser par un flat que Oui. en prendre plusieurs et qu'ils soient merdiques. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. D'accord. Après, allez, 15, 16, 17, ça suffit, hein. T'es pas obligé d'aller. Ok. Moi, en général, j'en faisais environ une vingtaine et je regardais si ils avaient tous une bonne valeur. Mais je prenais pas les 20. D'accord? Je regardais un petit peu derrière dans Blink si bah, il y en a pas un qui tout d'un coup. Et du coup, l'autre question, c'était par rapport à l'exposition des flats, mais Ouais, avec un APN. Euh, on m'a conseillé d'utiliser le mode AV ouais, de l'APN, ouais. c'est-à-dire que ça détermine automatiquement l'exposition. Est-ce que c'est une bonne méthode? Ah bah, alors ça peut être une bonne méthode, mais il faut quoi qu'il arrive que tu vérifies la dynamique derrière. Donc, Ok. il faut vraiment qu'au niveau de ton histogramme, je vais ressortir un histogramme, il faut vraiment qu'au niveau de ton histogramme, quand tu regardes en fait euh, l'histogramme du dessus, ça vienne vraiment, hop, voilà, ici. Il faut que tu viennes quasiment aux 2/3 de la dynamique, hein. Entre là, on va dire, et là, entre ces Donc, deux il faut quand valeurs-là. même que tu surveilles, même si Ah bah, il faut quand même que tu le surveilles la temps est dynamique, oui. automatique. Oui, 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 Ouais, oui. d'accord. Ok. Oui, parce qu'après, en fonction de si tu fais ton flat sur le ciel
ou si tu fais le flat avec un panneau à flat, Mhm. tu vas pas avoir, si tu veux, le même résultat. Ouais, Et si tu as un panneau à flat avec une intensité variable en plus, tu peux moduler cette intensité variable pour avoir cette dynamique. ouais, d'accord. Moi, c'est plus par rapport à la dynamique qu'il faut regarder que les paramétrages de ton appareil, hein. D'accord. Je te laisse poser ta question et je vous montre un petit peu la suite avec Subframe Selector, qui pour moi donc est un outil très important au niveau du pré-traitement qui permet de venir pondérer une image. Alors, je vais d'abord répondre à ça du coup. Est-ce que le dithering dispense de faire des darks? Non, surtout pas. Non, 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 non. Non, non, je sais bien que en fait ça va permettre d'améliorer le rapport signal-bruit et effectivement par rapport au dark et au pixel show, de les noyer un petit peu par rapport au pixel d'à côté qui lui ne va pas être chaud. Mais ah non, 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 surtout pas. D'accord. Faites quand même des Merci. darks. D'accord. D'ailleurs, les darks, j'ai envie de dire, là par rapport au pixel show, si tu avais zéro amp glow, on va dire pourquoi pas. Si tu fais pas de dark et que tu as de l'amp glow, tu ne corrigeras pas cet amp glow. Ça, c'est sûr. Mm. Donc, voilà une bonne raison d'en faire déjà. Donc, Subframe Selector, ça, c'est un process qui est très important pour venir pondérer vos images. Donc, mettons que sur une session, vous ayez fait une centaine d'images, mais sur plusieurs nuits, et donc avec la lune qui n'était pas forcément très loin, je sais pas moi, et puis donc pas forcément la même luminosité. Qu'est-ce qui va se passer? Vos images sans lune vont être sympas, vos images avec lune vont être un peu moins sympas, parce que il y aura il y aura plus de gradients, etc. Et le rapport signal-bruit, du coup, il sera un peu moins bon. Donc en fait, pour éviter que ces images-là viennent affecter votre image finale, et pour permettre quand même de les conserver, parce que elles sont par exemple belles au niveau du suivi, etc., vous avez cet outil-là qui va être très très bien, avec des formules de pondération qui vont permettre donc de donner un poids à vos images. Donner un poids, c'est un petit peu comme si vous étiez à l'école, on vous donne des notes, mais les notes vont avoir des coefficients différents. Ce qui fait que si vous avez un 20 sur 20 et un 10 sur 20, vous, ce que vous aimeriez, c'est que la note 20 sur 20, elle ait un coefficient plus élevé que la note 10 sur 20 pour éviter de baisser votre moyenne. Et dites-vous que c'est exactement pareil ici avec Subframe Selector. C'est que vous allez venir donc pondérer vos images en fonction de certains critères qui vont permettre en fait d'optimiser un petit peu votre stack final, et tout en gardant les images, on va dire, qui sont un peu moins belles. J'ai bien dit un peu moins belles. Les images qui ont un suivi catastrophique avec des étoiles très très oblongues, là à ce moment-là, il faut les virer. Alors, comment ça fonctionne avec... je vais faire un Photoshop, voilà. Donc, je viens prendre mes formules que je vais vous montrer ici. Voilà. Je vais vous montrer ces formules-là. Donc, qu'est-ce que je dis au niveau de ces formules? Le premier item là-haut, c'est les images qui vont être approuvées, c'est-à-dire c'est celles que je vais retenir. En dessous, ça c'est le coefficient de pondération, weighting, le poids. Dans les images que je vais sélectionner, je sélectionne des images qui ont une FWHM inférieure à... Alors après, en fait, quand on vient mesurer les images ici, vous rentrez vos images, et ici au niveau de la FWHM, vous allez avoir un graphique. Par exemple, donc si on se réfère par rapport à ces valeurs-là, vous n'aurez jamais une FWHM à 1, sauf si vous shootez au Chili, hein. Bref. Mais mettons que vous avez une FWHM avec une moyenne de 2. Et vous voulez dire, bon allez, vous allez avoir donc une surface, on va dire plus ou moins grisée foncée, une surface gris clair au-dessus, gris clair en dessous. Ce que vous voulez en fait, c'est de prendre la FWHM inférieure à une valeur de, on va dire par exemple 2,5, ce qui permettra donc d'avoir des étoiles relativement fines. Après, tout dépend de la valeur que vous allez avoir ici, hein.
Si par exemple elle oscille entre 3 et 6, eh ben, dites-vous par exemple vous allez prendre une FWHM inférieure à 5. L'excentricity, c'est la rondeur des étoiles. Pour qu'une étoile soit jugée ronde, dites-vous que globalement, il faut être aux alentours de 0,45 pour que ce soit, on va dire, imperceptible par l'œil humain. Donc une excentricity inférieure à 0,5, 0,55, c'est déjà très bien. Et derrière, vous avez SNR weight, donc le rapport signal-bruit, où là, bah, ça va dépendre de vos images. Et donc là, il faudra prendre, donc plus elle a un grand SNR weight, mieux c'est, évidemment. Donc là, vous allez dire, bon ben voilà, je vais prendre un SNR weight supérieur, allez, on va dire à 1. Alors ça, c'est des valeurs complètement subjectives que je vous donne. Et donc là, ça va vous permettre, en fait, uniquement de garder certaines images. Donc, ce que je vais faire, je vais juste prendre mes 3 brutes ici. Alors, évidemment, il ne faut pas faire ça parce que là, je vais vous montrer une HA-O3-S2. Ce n'est pas du tout les mêmes valeurs. Vous doutez bien que sur la HA, la FWHM sera sûrement inférieure à la O3 et la S2, etc. Voilà. Donc là, on voit ma HA ici, je suis à 2,2. La O3 en dessous ici, je crois. Ouais, c'est ça. Et la S2 ici. Vous voyez, la O3 elle est plus petite, tiens. Bref. Donc là, par exemple, mes images vont osciller entre 2,5 et 1,8. Allez, je vais prendre toutes les images qui sont supérieures à 1,8, par exemple. La rondeur, ici, 0,38, en dessous. Bon, bah là, 0,55, je suis large, c'est bon. Le rapport signal-bruit, là, par contre, forcément, le HA est plus haut que les autres. Donc là, par exemple, je veux supérieur à 1,1. Donc là, si je fais ça, j'ai mis 11. Si je fais ça, en fait, là, je vais conserver toutes mes images. Ah non, pourquoi il m'en retire? Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah oui, c'est l'FWHM, j'ai mis 1,8, pardon. Je veux qu'elle soit inférieure à 2,4. Voilà. Donc là, si je fais ça, il va me conserver toutes mes images. Par contre, si je mets, donc là, vous l'avez vu en fait, une FWHM inférieure à 2,2, on voit bien que ma dernière image ici, elle ne va pas être prise. D'accord? C'est comme ça que ça va permettre de sélectionner. Donc on voit bien là, ma dernière image, c'est la S2. Ici, elle va apparaître avec une croix rouge. Elle est désélectionnée. Bon, je vais la resélectionner en mettant une valeur plus haute. Et là où ça va être intéressant, c'est cette formule ici, qui est une formule donc de pondération, qui prend en compte la FWHM, la rondeur de l'étoile et le rapport signal-bruit. Avec un petit coefficient de vent qui est affecté, 15 pour la FWHM, 15 pour l'excentricity et une vingtaine donc pour la SNR. Et ça, quand on vient l'appliquer à l'image, qu'est-ce qui va se passer au niveau ici de weight? Ça va venir attribuer un poids. Et donc là, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon image? Du fait que j'ai attribué un coefficient déjà de 20 un peu plus important pour le rapport signal-bruit, il était logique que mon image HA soit, pour cette nébuleuse, je dis bien, parce que la nébuleuse du cœur, elle est dominante H-alpha. Il est normal que la H-alpha, donc, ait un poids supérieur à la O3 et la S2. D'accord? Et donc là, en fait, qu'est-ce qui va se passer quand je vais empiler mon image? Ma HA va avoir un poids de donc 73,29, alors que la S2 que je vais empiler, alors mettons que ce soit une HA aussi, et puis qu'elle soit une valeur de 65, et ben cette image-là va avoir une valeur de 65, parce qu'elle sera un peu moins bonne que celle-là. Donc quand je vais empiler mon image, en fait, derrière, PixInsight va tenir compte de ce poids pour permettre derrière d'avoir une image la plus belle possible et de sauver, on va dire, certaines images qui sont peut-être un peu moins bonnes, mais qui vont nous permettre quand même de gagner du rapport signal-bruit. Ok pour Subframe? Une fois qu'on a fait ça, faut pas oublier ici, mettre output subframe, les enregistrer donc là dans un dossier, et en fait, il va enregistrer les images, les brutes que vous avez là, avec le coefficient de pondération et sans les images que vous avez triées si vous en avez écarté avec approval.
Vas-y. Et Ouais, du coup, est-ce que c'est utile pour, par exemple, pour moi, je suis en Bortel 8 en plein centre-ville. ouais. Du coup, forcément, mes photos, elles sont Alors, bien polluées. oui, bien Et, sûr que c'est utile parce que comment? Ce ratio-là, tu vas le faire sur une série au niveau du même endroit. ouais, Ce serait évidemment si toi tu me dis avec ton Bortol 8 en centre-ville, tu me files tes photos parce qu'on fait un projet commun, parce qu'on a le même matériel par exemple, et puis moi tu me files tes photos et je viens les aligner avec les miennes ici que j'ai fait en Bortol 4, bah je te cache pas que lors de la formule de pondération, les miennes elles auront un poids bien supérieur aux tiennes. ouais, Mais toi, par rapport à toi, rien ne t'empêche de dire, ah bah tiens, celle-là, elle avait pas beaucoup de lune, malgré le lampadaire qui est en face, qui de toute manière, lui, va rester allumé. Celle-là, donc, elle va me servir comme image de référence parce qu'elle a la meilleure pondération. ok. Non, non, j'ai envie de dire, même, c'est peut-être même encore plus important de le faire quand tu as des Bortol qui sont malheureusement pas géniaux. Ok. Par la suite, alignement de l'image. Donc, en image de référence, moi, j'aime bien Petite, prendre. petite question, je suis désolé, sur le poids. Est-ce que quand tu as des poids, j'avais tendance, quand j'avais des trucs qui étaient trop faibles dans le poids, Ouais. à les dégager? Euh, alors, des poids faibles, tu les dégages? Non, Non. c'est-à-dire là, on faisait le weighting, pardon, Ouais. on faisait le weighting, et donc si j'avais, Alors, non. euh, Non, non, faut pas dégager le faible poids. Si tu veux, ce qui dégage, c'est des images que tu auras mis dans Approval. ouais, Le reste, il faut que tu les gardes, justement. Elles auront moins de poids, mais elles auront aussi moins d'impact lors de ton empilement, du coup. ouais, Mais si tu les as approuvées, c'est qu'elles sont déjà bonnes. Tu oui, vois, compris. c'est à toi de te fixer les critères d'approbation. Bah, donc moi je te dis, j'ai mis FWHM, j'ai mis Eccentricity et puis j'ai mis SNR Weight. Rien ne t'empêche de rajouter d'autres séquences si tu veux, hein. Si toi tu préfères plus la valeur médian que SNR Weight, je sais qu'il y en a qui préfèrent médiane, hein. Et bah à ce moment-là, tu mets médiane au lieu de SNR Weight. Il n'y a pas de souci, hein. Mais non, Oui, non, mais une fois qu'elles ont passé les critères, le weight, c'est pas parce qu'elles ont un, ouais, non, compris, ça non, non, marche. c'est le critère approval qui va permettre de sélectionner la qualité. Alors, si vous avez fait un blink auparavant, c'est bien aussi. Pourquoi je vous dis ça? Alors, tu as raison quand même de m'en parler. Là, quand vous venez faire approval, ça va vous virer certaines images. Ok. Après, vous mettez le poids. Vous allez prendre votre image qui a le meilleur poids. Sauf que là, il faudra quand même double-cliquer sur l'image. Donc là, quand on vient double-cliquer ici sur l'image, elle arrive derrière. Il faudra quand même double-cliquer dessus parce que vous pouvez très bien avoir une bonne trace de satellite dessus. Et si c'est celle-là que vous choisissez comme image de référence, ça ne va pas aller. D'accord? Et le problème, c'est que si vous avez une belle trace de satellite dessus, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette image-là, elle va avoir un rapport signal-bruit supérieur aux autres, au niveau de la note, alors que bah, c'est un satellite qui a eu dessus. Donc ça, c'est pas bon. Ok? Donc c'est vrai que dans ces cas-là, il faut chercher l'image où il n'y a pas de satellite. La meilleure image où il n'y a pas de satellite. Donc pour ça, vous appuyez sur Weight. Une fois que vous appuyez sur Weight, il va vous classer ici dans l'ordre croissant ou décroissant, comme vous voulez. Vous pouvez mettre décroissant. Et si vous mettez Weight décroissant, vous aurez la plus grosse pondération tout au-dessus, ici. Voilà. Quelle est ta limite pour toi en excentricité au niveau des valeurs? Alors c'est Au-dessus de, par exemple, ah, 0,75, pour toi, c'est à dégager? en fait, ouais, Eccentricity, à partir du moment où tu vas être au-dessus de 0,7, tes étoiles vont être un peu oblongues. Ouais, Il faudra que tu regardes en fait comment? Il faudra que tu regardes un petit peu la moyenne que tu as en général. Bon, c'est toujours pareil, si elles sont toutes oblongues dans le même sens, ce qui caractérise une erreur de suivi, tu peux te permettre de les empiler et de les corriger après dans le stack final. ouais, c'est Euh, mon cas, hein. Avec l'échantillonnage, justement, ouais, je me doute. ouais, je suis dans les 0,7 en moyenne. Alors, il y en a des bonnes, hein, quelques-unes qui descendent de 0,6, 0,5. Ouais, J'ai quand même pas mal de 0,7. d'accord. En général, ouais. Alors, tu auras sûrement déjà de meilleurs résultats en H-alpha.
Oui, tout à fait. Et après, donc pourquoi pas utiliser du H-alpha déjà pour faire ça. Et Ouais. après, alors il y a deux choses possibles. Soit tu fais deux empilements, c'est-à-dire un empilement pour ton rapport signal-bruit, et tu fais un autre empilement derrière avec tes étoiles qui sont le plus rondes possible. Et là, dans le traitement derrière, à l'aide de StarNet, tu viens virer D'accord. tes images des étoiles oblongues, mais le meilleur rapport signal-bruit, et tu viens y mettre tes étoiles qui sont plus rondes à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais, tout à fait. Ok. Voilà par exemple une des solutions. Sinon après, voilà, tu peux avec des convolutions arriver à corriger un petit peu ton étoile. Ouais, c'est ce que je fais aussi. Ok. Voilà, ça c'est une autre possibilité. Donc, dans l'alignement des images, en référence, vous mettez votre image qui a le meilleur rapport signal-bruit, enfin la meilleure pondération. Vous avez au préalable surveillé qu'il n'y a pas de traces de satellite. Et ici, Thin Splines, et donc avec distorsion, correction de corriger et local distortion aussi, c'est pas mal. Je préfère par rapport à projective transformation. Alors, les drizzles, c'est à ce moment-là que vous pouvez choisir donc de faire vos images en drizzle ou pas. Donc le drizzle, vous en faites déjà uniquement si vous avez un échantillonnage qui tourne aux alentours de 2-3. Il est évident que si votre échantillonnage il fait 0,7, pour moi aucun intérêt de faire du drizzle, hein. Vous êtes déjà quasiment au taquet de ce que peut faire notre ciel. Et alors, ça ferait quoi si je... Parce que moi, j'ai toujours coché Drizzle avec mon 0,7. C'est pas une Waouh. connerie, alors? Oh Alors merde. ouais, alors c'est pas une connerie, mais c'est pas une connerie. Mais tu vas descendre donc à 0,3 d'échantillonnage, enfin Oh. 0,35. Autant dire que là, en termes de détails, tu risques d'avoir des artefacts. Ah, mais C'est merde. C'est pour ça que j'en ai. Ok, j'avais pas compris ça. ouais, t'es déjà beaucoup en fait. Toi, t'es limite en fait à pouvoir shooter en bin 2, mais ce qui ne sert à rien sur les caméras ZO parce que c'est pas du bin 2 caméra, c'est du bin 2 logiciel. Exactement. Exactement. Donc, pour ton échantillonnage à 0,7, pas de drizzle, ça sert à rien. Ok. Ok. Si pour ceux qui ont un échantillonnage par contre aux alentours de, allez, on va dire au-dessus de 1,5, vous pouvez essayer 1,5, 2, et puis évidemment au-dessus de 2. Là, vous pouvez essayer de faire du drizzle. Ouais, moi, j'ai essayé très récemment et j'ai vraiment eu un meilleur résultat. Sur combien? Sur quel échantillonnage? Je suis à 1,89. 1,89. Eh ben oui, là tu peux, Ouais. et ça, ce sera plutôt très bien. Là, toi, tu as l'échantillonnage qui est plutôt pas mal. Alors, je dis bien le drizzle, vous en faites uniquement si vous avez fait du dithering, hein. D'accord? Ouais, c'était le cas. Ouais. C'était le cas. Et c'est très Mm. important le dithering, surtout si vous faites du drizzle. Et y compris pour les caméras couleurs avec le Bayer drizzle, hein. Derrière, donc, image intégration. Vous venez empiler vos images. Alors ici, si vous avez fait Subframe Selector, vous mettez Fit Keyword et donc le coefficient que vous avez mis. Alors moi j'ai mis coef. Vous verrez souvent ici, c'est parce que ici quand j'ai ouvert Subframe Selector, ici j'ai marqué coef comme keyword. Il y en a beaucoup qui marquent Mhm. weight. Vous avez dû voir ça parce que c'est le poids. Donc en fonction de ce que vous avez mis ici comme keyword, il faut le reporter ici. Vous rajoutez fits keyword et vous mettez, hop là, pardon, et vous mettez bah, le coefficient que vous avez mis. Et après, vous venez empiler vos images. Ça, c'est pour l'image intégration et ça va vous donner votre image finale. Voilà. OK pour le traitement. Petite question. Pour la première fois récemment, j'ai des traces de satellites qui n'ont pas été virées au moment de l'intégration. Ouais. Alors, deux possibilités. C'est sûrement ta réjection qui était trop faible. Donc, il faudra jouer sur ta réjection et notamment sur la réjection high, sur le sigma high ou linéaire high, peu importe. C'est ta réjection qui n'était pas assez bonne, ici. Ok. Ouais. Sachant que pour les traces de satellite, au cas où, j'avais fait un petit tuto où justement tu pouvais retirer les traces de satellite résiduelles. Et chose que je conseille dans ces cas-là, c'est de le faire sur
sur des images qui sont relativement sur tes brutes, pas sur tes lights, pas sur ton stack d'empilement. Il vaut mieux le faire sur des brutes. D'accord. Je le fais avant d'intégrer en fait. Ouais, Ok. tu le fais avant d'intégrer sur ton image qui a ta trace. Tu vas la voir hein, de toute manière sur ta brute. Oui, oui. Et voilà. Une dernière chose au niveau donc des algorithmes utilisés. Pour image intégration, vous avez le nouvel algorithme là dans le dernier Pix qui s'appelle ESD. Attendez, pardon, il est là. Voilà. Ici, l'ESD, qui aujourd'hui est un algorithme en fait qui marche très très bien et sur lesquels vous n'avez pas trop besoin de toucher donc derrière les coefficients ici de ESD. D'accord? Ça permet d'avoir des rapports signal-bruit qui sont vraiment pas mal. Donc voilà pour le pré-traitement au final. Alors, Et on pour va le passer. pré-traitement, Mathieu, je te coupe 2 secondes, hein. Pour le pré-traitement, qu'est-ce que tu penses des scripts Ah, les W, ouais, le tout le Weight dernier. Batch Processing. Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense ou pas, vraiment le tout Alors, dernier, là. Je sais pas si tu l'as déjà utilisé ou. non, alors moi c'est vrai que je l'ai jamais utilisé, mais alors jamais du tout. Ok. Je sais que beaucoup l'utilisent. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais même vous parler d'un autre truc, tant pis. Euh, En fait, moi j'aime bien avoir la main sur ce que je fais et pouvoir voir au niveau des étapes, les différentes étapes pour avoir un œil dessus. Parce que bah forcément, voilà, sur la cosmétique, je vais éventuellement diminuer, augmenter le col sigma. Sur la calibration, bah, j'aime bien regarder si déjà je le fais sur une image pour voir si ma calibration se passe correctement. Subframe Selector, ça me permet de pondérer une image. Or, je suis pas sûr que le script permette de pondérer les images. Je ne crois pas. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait un Il me subframe. semble que le weighting, si, subframe weighting, il y a Tu le. peux mettre un weighting, d'accord. Bon, bah alors ça c'est très bien. Regarde, c'est la deuxième en Ici, dessous, là, Cosmetic ouais. Correction. Generate. Et alors, il demande les paramètres de weighting, effectivement, ici. Ah d'accord. Et eux, les paramètres, c'est voilà. Alors, vous voyez, ils ont pris l'AFWHM, l'extensif, la SNR, bah, ce que j'ai pris en fait. Faut marquer ce que vous avez comme OK. Et donc, eux, leur ratio, c'est 5, 10, 20 et 65 de pédestal. OK. D'accord. En fait, Correspond à ça, quoi, pédestal? le pédestal, Excuse, hein. c'est la valeur de pixels ajoutés pour éviter d'avoir des valeurs négatives quand on vient faire la Oui. calibration. Donc, en général, il faut rajouter la plus petite valeur possible, mais on va dire en dessous de 100, ça va avoir peu d'impact sur ton image finale. Au niveau d'un pixel, je ne sais pas, ta caméra, elle est en quoi? En 12 bits, en 14 bits, 16 bits? 16, la dernière. Celle-là qui est la 2600. Donc t'imagines, Ouais. en fait, ton pixel, il va avoir une valeur qui va varier de 0 à 65 000 et quelques, donc 2 puissance 16. Le pédestal que Hmm. tu rajoutes là, c'est 65. Sur 65 000 tons de couleurs possibles. Autant dire que c'est ridicule. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc ça, c'est pour éviter que ton pixel redescende à une valeur en dessous de 0. Et donc derrière, pour eux, alors quand je regarde cette formule, c'est comme si en fait, ils avaient majorisé, enfin ouais, en priorité, c'est la SNR pour eux, derrière l'eccentricity et après l'FWHM. Là, pour ces valeurs-là, moi je descendrai à 50 au niveau pour retrouver mes valeurs. Vous laissez à 20, vous mettez 15 et vous mettez 15. Et là, vous avez une valeur de 100% qui va être déjà pas mal. Là, ça veut dire que vous mettez sur le même plan l'FWHM, l'eccentricity, que vous voulez privilégier un petit peu le rapport signal-bruit, et voilà. Ça, c'est exactement la même valeur que je vous ai montré tout à l'heure. Ça reviendrait à ça. Donc ouais, ça vous pouvez l'utiliser. Moi, j'aime bien avoir un contrôle sur ce que je fais. Parce que quand on va avoir là le stack d'empilement qui va sortir, on se demande un petit peu ce qu'on va avoir. Parfois, c'est la surprise. En ayant un œil sur chaque étape, on a rarement des surprises. Alors, je fais Pour un répondre à petit... la Vas-y. question, moi j'ai fait les deux. Ouais, Avec mon niveau qui est pas forcément terrible en calibration, j'ai pas eu de de différence. différence notable en utilisant le truc automatique. Ce qui est Ok. pas mal parce on fait ça
sa session, on lance ça avant d'aller se coucher. D'accord. On se réveille le matin, on a des images intégrées. Ok. En tout cas, moi, avec mon niveau débutant Bah. sur PixInsight, je voyais pas la différence entre mon résultat manuel et le Ok. résultat automatique. Bah, ce qui prouve quand même deux choses. La première, c'est que tes DOF doivent être bons. Et la deuxième, c'est que les valeurs par défaut de Pix fonctionnent très bien. Donc, enfin, faut pas se prendre non plus trop la tête. Quelque chose qui fonctionne, moi je dis toujours, on garde, hein. C'est voilà, n'essayez pas de changer parce que l'autre a dit que lui c'était bien comme ça. Le problème, c'est que chaque setup va avoir des valeurs différentes. C'est pas qu'on ne veut pas dire nos secrets, c'est que on ne peut pas les adapter à tous les setups en fait. C'est surtout ça. Dis-moi, par rapport aux valeurs là dans l'image calibration, les valeurs de sigma low et sigma high, comment tu les doses? Alors dans la calibration, non, dans Non, l'empilement. pardon, Dans au l'empilement. moment de l'empilement. Voilà, Alors, pardon. comment je les dose? Ici, il y a une console. Et en Oui. fait, il faut regarder en dessous les valeurs. Il va y avoir des additions avec donc derrière le nombre de pixels rejetés. Mhm. En général, il ne faut pas que ce soit égal à zéro. D'accord? Mais il ne faut pas non plus qu'il rejette trop de pixels sur ton image finale. Sinon, tu vas avoir du signal en moins. Donc, on entendra souvent que c'est une valeur de 0,05 qu'il faudra avoir aussi bien en sigma low que en sigma high. En fait, ça va dépendre après de votre stack. Je pense à l'un d'entre vous, là, je ne sais plus, qui m'a dit qu'au niveau de son image, il avait encore une trace de satellite. S'il a encore une trace de satellite, ça veut dire qu'il faut augmenter le sigma high. Voilà. Et il va peut-être arriver du coup à une valeur de 0,1. Alors, quand même, soyez en dessous de 0,5, même bien en dessous, enfin 0,3. Si vous êtes en dessous de 0,3, c'est bien. D'accord? 0,3 en sigma low et sigma high. Au niveau de la petite console, vous allez avoir tout en bas en fait une formule avec une parenthèse et deux chiffres qui vont s'additionner. C'est ces chiffres-là qu'il faut regarder. Vous avez le sigma low et sigma high. Ah, donc c'est marqué dans la console les chiffres qu'on doit reporter Alors, non, non, en pas les, réglage? ah non, non, pas les chiffres Oui. qu'on doit reporter. C'est en fonction des chiffres que vous aurez dans la Ah oui, voilà. console, il faudra augmenter ou baisser les sigmas. D'accord. Ok. Si vous avez trop de réjection, bah, il faut baisser le sigma. Si vous en avez pas assez, il faudra l'augmenter. Ok. Bon, je vais m'arrêter là pour le pré-traitement. Le drizzle, vous venez ajouter vos images en plus. J'ai pas spécialement parlé de la locale normalisation. Vous pouvez le faire pour sauver certaines images, mais il faut être plutôt prudent avec ce process-là, hein. Donc voilà pour la partie pré-traitement.